Ce vendredi 12 juin, c'est le travail des enfants qui est tristement mis à l'honneur. Ils sont 168 millions dans le monde et 28% au Togo à braver la loi pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, souvent dans des conditions dangereuses. Une situation que tente de corriger le gouvernement togolais. Grande opération d'action sociale à l'endroit des sinistrés des récentes pluies diluviennes dans le Grand Lomé. Une action du gouvernement pour venir en aide à ceux qui subissent les affres de la pluie dans la capitale. Et puis le président nigérian mise sur l'union pour venir à bout de la nébuleuse Boko Haram. Avec ses pairs du Bénin, du Tchad, du Niger et du Cameroun, il a décidé de la création d'une force commune de riposte contre les djihadistes. Voilà pour les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Tout d'abord, au courrier arrivé du chef de l'État ce vendredi, un message de la présidente de la République de Corée. Son Excellence Park Geun-hye, en félicitant le président fort Issejimna Gnassingbé pour sa réélection à la tête du Togo, a souhaité voir s'élever à un niveau supérieur la coopération mutuellement bénéfique entre leurs deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a de son côté reçu en audience ce vendredi le directeur de la Société Générale Togo, Mohémé Banyab. Il est allé témoigner sa gratitude aux autorités togolaises par le biais du président du Parlement et lui a fait part de l'ouverture des portes de son institution bancaire le 8 juin dernier à Lomé pour répondre aux attentes des clients. Les deux hommes ont également échangé sur les apports de cette banque internationale aux PME locales, à celles de la sous-région et son rôle dans l'économie nationale. Nous écoutons M. Banyab au sorti de l'audience au micro de Luc Assis. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, a bien voulu nous honorer d'une audience ce matin. Nous l'avions sollicité pour lui indiquer que la Société Générale Togo a ouvert ses portes à Lomé il y a quelques jours. C'était le 8 juin dernier. Et l'occasion était belle pour nous d'aller dire merci aux autorités du Togo pour leur accueil et puis pour toute la sollicitude qu'ils ont manifestée à notre égard depuis le début du processus de la mise en chantier de ce projet. Société Générale Togo est donc membre du groupe Société Générale qui est un acteur majeur de l'économie réelle depuis 150 ans. Nous sommes conscients que l'Afrique a beaucoup changé ces dernières années. Elle continue de changer. Et donc pour se positionner sur un tel marché, il faut la connaître, il faut l'aimer, il faut surtout la respecter. Toute chose que nous avons capitalisée tout au long de cette présence historique. Dans une première phase, nous allons accompagner l'économie, nous allons servir les besoins de nos clients entreprises. Entreprises, j'entends les PME locales, les PME régionales, l'État client, les structures étatiques, les multinationales. Et nous avons d'ailleurs commencé à le faire. Et donc, ce que Société Générale apporte au Togo, c'est justement toute les expertises des services, des spécialistes de nos lignes métiers à Paris et ailleurs, c'est tous les avantages d'une banque internationale alliés à la proximité et à la disponibilité d'une banque locale. Les acteurs impliqués dans la question de la transhumance transfrontalière entre le Togo et le Burkina Faso sont en réunion de concertation à Saint-Cassé à Dapan. Une rencontre pour échanger sur la législation de chaque pays sur ce phénomène afin d'œuvrer à la bonne cohabitation entre les transhumants et les autochtones. Des précisions depuis Dapan de Désiré Aloy.
Les transhumants sont généralement confrontés à des difficultés récurrentes dans les pays d'accueil, des difficultés entraînant souvent des conflits avec les autochtones. Il s'avère nécessaire d'engager des échanges en vue de faire connaître la législation des pays en matière du pastoralisme. Ici, le Burkina Faso et le Togo. À Saint-Cancé, tous les acteurs impliqués dans la question de la transhumance transfrontalière venus de Kwendial, Tone et Saint-Cancé des savanes partie togolaise et de Soudugui, Sanga, Yarkatenga de la province de Koulpelogo, partie Burkina, s'attelle à renforcer le cadre d'échange régulier entre les techniciens pour une transhumance apaisée et œuvrer à une coopération transfrontalière de bon voisinage. Il y a eu des rencontres ministérielles qui ont balisé un peu le terrain. Et nous, les autorités administratives locales, nous ne faisons que mettre en œuvre ce que les rencontres ministérielles avaient donné comme orientation à suivre pour créer ce climat d'apaisement dans le cadre de la transhumance. Donc au jour d'aujourd'hui, nous constatons que les choses se sont passées cette année dans la paix, dans la quiétude, et nous travaillons pour renforcer cela pour que les années à venir, il y ait véritablement une véritable symbiose entre les éleveurs transhumants et les agriculteurs autochtones. Une rencontre donc de concertation pour consolider la mise en œuvre des recommandations issues des travaux préalables. Mais le plus souvent, nos transhumants même ne respectent pas parfois les dates fixées par les textes de la CEDEAO, et ça crée des difficultés. Donc ces rencontres consistent pour chaque délégation de maîtriser justement les législations de chaque pays, et en retour d'aller sensibiliser nos transhumants pour qu'ils respectent la législation en matière de transhumance au Togo, et vice-versa. Des communications et des thèmes seront débattus afin d'œuvrer à tourner dos aux conflits liés à la transhumance. Une manière de travailler à traduire dans les faits la vision des chefs d'État à faire des zones transfrontalières des espaces d'opportunités économiques. Et parlant justement de la transhumance, je donne lecture de ce communiqué du ministre en charge de l'élevage, président du comité national de transhumance. Il nous a été donné de constater que malgré le communiqué du 13 mai 2015 mettant fin à la campagne de transhumance, le 13 mai 2015, certains troupeaux transhumants résident encore sur le territoire national, occasionnant des conflits avec les agriculteurs. Le président du comité national de transhumance demande à tous les préfets, présidents de comités préfectoraux de transhumance, de prendre des dispositions urgentes pour accompagner hors de nos frontières tous les contrevenants conformément à l'arrêté interministériel numéro 01/MAEP du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Je vous le disais en titre, ce 12 juin est célébrée la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Sur la planète, un grand nombre d'enfants sont impliqués dans le travail domestique rémunéré ou non, et ils sont particulièrement vulnérables à l'exploitation. Au Togo, où le phénomène est malheureusement existant, les victimes elles-mêmes font des plaidoyers pour la défense de leurs droits. Antoinette Romao, va voir. Le centre Kekeli s'est engagé depuis 2006 à défendre la cause des enfants. Cette ONG contribue à la protection et à l'amélioration des conditions de vie des enfants, en particulier ceux victimes des violences et abus sexuels. Nous essayons d'entrer en contact avec les patronnes, souvent ici au marché des Hanukopé, pour diminuer le travail des enfants. Nous avons mis en place l'école relais. Parce que l'enfant travaille du matin jusqu'au soir, et nous avons pu faire ce système pour que les enfants puissent travailler moins. Donc à 11h, les cours commencent jusqu'à 13h30. Donc le temps que l'enfant, la fille, surtout la fille, peut se reposer, se récréer avec ses amis, récupérer ce qu'elle n'a pas pu faire au niveau de la famille.
À l'occasion de la journée internationale dédiée à la lutte contre le travail des enfants, l'Union européenne, un partenaire de longue date, réitère son engagement aux côtés du gouvernement à offrir de meilleures conditions de vie aux enfants. Accompagner les centres Kekeli, c'est avoir montré de nouveau la solidarité humaine de l'Union européenne vis-à-vis de ces efforts de travail sur le terrain, de travail pratique avec des victimes, des enfants victimes. Mais accompagnant pour la cérémonie de cet après-midi, c'est aussi une manière de lancer des ponts entre les associations comme les centres Kekeli qui travaillent directement avec les victimes et l'administration, notamment à travers le ministère de l'Action sociale. Non au travail des enfants, oui à l'éducation de qualité. Un thème qui interpelle tous les acteurs à défendre pour le mieux la cause des enfants en leur garantissant un cadre plus protecteur. Abus sexuels, des violences de tout genre, maltraitance sont là quelques sévices dont sont victimes les enfants tous les jours. À cela s'ajoutent les pires formes de travail. Pour venir à bout de cette situation, le gouvernement togolais s'est engagé à promouvoir et à défendre les droits de ces êtres fragiles en partant de l'adoption du Code de l'enfant en 2007. Mais cette lutte nécessite une action concertée, d'où l'implication de tous les acteurs de défense des droits des enfants. Coup de projecteur ce soir sur les actions du gouvernement avec Antoinette Komao. Va voir. Le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Action sociale, met tout en œuvre pour lutter contre les abus à l'encontre des enfants. Le droit à la vie est reconnu à l'enfant au Togo comme un droit fondamental et primordial qui ne peut lui être enlevé. Depuis 2005, des actions de sensibilisation ciblées à l'endroit de la population à travers les radios communautaires et les séances de proximité sont menées. En 2007, le Code de l'enfant a été adopté par le Parlement. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été vraiment fournis par le gouvernement togolais à travers le ministère du Travail. Et on note qu'il y a un plus grand nombre d'inspecteurs de travail. Non seulement ils sont recrutés, ils sont outillés aux questions de l'enfant, surtout aux questions de pire forme de travail. Une étude sur les questions de travail des enfants a été réalisée en 2010 et elle a démontré que plus de 60% des enfants travailleurs sont dans le secteur de l'économie. Alors, par rapport à cette orientation, ces inspecteurs de travail visitent régulièrement les ateliers de formation, surtout quand vous prenez les ateliers de mécaniciens à 2 roues. Vous y rencontrez des enfants de moins de 10 ans, alors que notre loi dit qu'avant 15 ans, l'enfant ne devait pas être dans le travail, sa place devait être à l'école. Des mécanismes de veille sont mis en place pour lutter contre toute forme de violence faite aux enfants. Aujourd'hui, il existe un cadre juridique en faveur de l'enfant victime. Et par rapport à la prise en charge, depuis 2009, il est mis en place un dispositif d'appel précoce, la ligne verte, qui a été complétée en 2011 par un centre d'accueil et des familles d'accueil. Et ce qui permet de donner les alertes précoces quand il y a abus d'enfants dans un quartier. L'équipe d'intervention va vers cet enfant victime, évalue la situation et la prise en charge est déclenchée. La prise en charge, c'est sur le plan social, c'est sur le plan judiciaire, c'est sur le plan médical et c'est sur le plan psychologique. Et à terme, c'est de mettre en place une chaîne vraiment au sens propre du terme de prise en charge des enfants victimes pour que tous les droits de l'enfant victime soient respectés et que sa prise en charge soit holistique.
Autre avancée, la scolarité est rendue gratuite aux préscolaires et aux primaires pour encourager l'éducation des enfants, ce qui a pour conséquence l'augmentation de l'effectif qui est passé d'environ 10 500 élèves à près de 66 000. Cela correspond à un accroissement annuel moyen de l'ordre de 18% entre la période 2000 et 2012. Ce phénomène tristement mis à l'honneur ce 2 juin existe sur tous les continents. En Inde, ils sont des dizaines à braver la loi pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et ce, dans des conditions plus que dangereuses. Regardez. Représente aujourd'hui un quart des esclaves modernes dans le monde. Ce sont les enfants contraints au travail forcé. En 15 ans pourtant, leur nombre a baissé d'un tiers selon l'Organisation internationale du travail. Mais en Inde, par exemple, ils sont toujours plus de 4 millions. C'est le cas de Parvati. Je veux aller à l'école. Souvent, je me blesse les mains en ramassant des objets et les poubelles puent. Mais je fais ça pour aider mes parents. Le père confirme. J'ai besoin que mes 3 filles travaillent avec moi. Sinon, comment ferons-nous pour manger? À nous tous, avec ma femme et mes filles, on gagne à peine 400 à 500 roupies par jour. Soit $7 pour survivre. Mettre les enfants à contribution, c'est donc encore le choix de ceux qui ne profitent pas du développement économique en Inde. Un cercle vicieux pour ce responsable d'ONG. Si le niveau d'éducation est amélioré, de nombreux changements pourront avoir lieu. Un des moyens les plus simples de mettre fin au travail des enfants est de convaincre les parents et les enfants de la valeur de l'éducation. Encore faut-il aussi que les pouvoirs publics aillent dans ce sens, car si depuis 2002, l'éducation des 6-14 ans gratuite et obligatoire est un droit fondamental, les politiques ne suivent pas. Depuis 1 an qu'il est au pouvoir, le Premier ministre Narendra Modi a réduit les budgets fédéraux, notamment dans l'éducation. Les plus pauvres trinquent, les enfants par-dessus tout, et de plus, il veut assouplir la loi sur le travail en famille. L'État et la société ont failli, constate Kailash Satyarthi. Le prix Nobel de la paix 2014 lance un nouvel appel pour l'interdiction du travail des enfants, quel qu'il soit, jusqu'à 14 ans. Retour en page nationale avec le lancement officiel de l'opération d'assistance du gouvernement aux victimes des inondations enregistrées au cours des récentes pluies diluviennes dans le Grand Lomé. Cette action de solidarité composée de sacs de riz, de maïs et d'une assistance financière a commencé aujourd'hui, vendredi, par le quartier d'Adidogomé et ceux environnants. Elle est estimée à environ 130 millions de francs CFA. Kwasi Glé, Isidore Kobatil. Or, un geste de cœur du gouvernement togolais pour soulager la peine des familles d'inondation suite aux violentes pluies des 2 et 9 juin dernier à Lomé. Une offre sociale qui va toucher 3400 ménages des sinistrés du quartier d'Adidogomé qui bénéficient ainsi de vivres et enveloppes financières. Je remercie beaucoup le chef de l'État pour nous avoir donné ceci dans les difficultés que nous sommes rentrés, que nous sommes sinistrés. Ce dont ça va. Le gouvernement est toujours apte à répondre aux besoins urgents des populations. Pour cette opération, 130 millions de francs CFA ont été débloqués. C'est pour apporter évidemment un soutien aux populations qui ont été les plus affectées par ces inondations. Et nous avons déjà, sur instruction du chef de l'État, apporté la compassion aux familles qui avaient perdu des êtres chers, 2 enfants. Et aujourd'hui, nous sommes là pour apporter un soutien aux familles qui ont eu des dégâts matériels et qui sont dans l'impossibilité d'avoir une vie normale dans leur maison. Donc, ce sont les ménages les plus sinistrés. Nous avons autour de 3400 ménages sérieusement affectés et ils représentent autour de 14 000 victimes, 14 000 personnes. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là.
notre présence illustre l'engagement du chef de l'État à soutenir les populations en période de difficulté. Il nous a envoyé pour témoigner sa compassion et aussi dire merci à toute la population, particulièrement à ceux, aux acteurs qui ont apporté leur soutien aux ménages sinistrés. Après Adidogomé, les ménages victimes d'inondations des quartiers Caméléon, Avedi Télésou, Avedi Vessomé, Demakboé et Ablogamé vont également bénéficier de cette générosité du gouvernement togolais. Et la prévention et la gestion des inondations au Togo sera justement le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce vendredi. À suivre donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h avec Franck Missité et ses invités. Elles sont nombreuses et implantées un peu partout sur toute l'étendue du territoire national, ces écoles privées, laïques et confessionnelles. Ce matin, quelques-unes à Lomé ont reçu la visite de la commission de contrôle d'agrément des écoles privées laïques. Objectif, vérifier le permis d'ouverture et évaluer les conditions pédagogiques de ces établissements en vue de les amener à offrir un cadre et un enseignement de qualité aux apprenants. Sylvain Abdou. Ils étaient visiblement surpris. Les responsables de ces établissements ont reçu ce jour la visite inopinée de la commission de contrôle d'agrément des écoles privées laïques et confessionnelles. Au moment où certaines écoles, selon la commission, respectent les critères définis, d'autres par contre présentent encore quelques dysfonctionnements. C'est le cas par exemple ici où les acquis de ce site ne répondent pas aux normes exigées. Nous allons prendre ces conseils en considération et les toucher pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment faire pour corriger les erreurs, les fautes sur notre école. Et pour la commission, cette tournée permet d'examiner non seulement la qualité des infrastructures, mais aussi celle des enseignements dispensés, et ceci afin d'évaluer le niveau d'application du nouvel arrêté fixant les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Il est également question d'amener les responsables des écoles privées laïques et confessionnelles à être en phase avec les demandes du marché. Les gens ne suivent pas les critères établis par le ministère. Il y a création anarchique d'établissements. Il y a certains établissements qui ne répondent pas aux normes. Nous sommes sortis aujourd'hui pour voir si les gens mettent en pratique, en application, les conseils. Ce déplacement marque le début d'une série de contrôles initiés par la Commission sur toute l'étendue du territoire national. Une démarche pour inciter les acteurs à prendre d'ores et déjà les dispositions nécessaires pour assainir le secteur et offrir un encadrement pédagogique de qualité aux apprenants. Dès la rentrée prochaine, à en croire la Commission, les responsables qui ne seront pas en conformité avec la nouvelle donne seront tout simplement soumis à la rigueur de la loi. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche porte à la connaissance du public togolais que le gouvernement mauricien met à la disposition des étudiants des pays africains 50 bourses d'études du premier cycle au titre de l'année académique 2015-2016. Et ces bourses sont destinées aux citoyens et résidents permanents des pays d'Afrique dont l'âge est compris entre 18 et 25 ans pour des études à plein temps dans une institution publique d'enseignement supérieur à Maurice. Les bourses couvriront les frais de voyage, les frais de scolarité et les autres frais pendant la durée des études. Une subvention mensuelle pour le logement est également accordée. Les détails concernant cette offre sont disponibles sur le site web suivant, le www.ministry-education.govmo.org. La date limite pour la réception des candidatures à la direction des bourses et stages est fixée au 15 juin 2015.
Au Nigeria, le nouveau président Muhammadu Buhari prend en charge personnellement la lutte contre Boko Haram. Moins de 2 semaines après sa prise de fonction, le nouveau président nigérian veut que son pays dirige la lutte contre les islamistes. Et il a dit clairement aucun chef d'État voisin déjà engagé militairement contre Boko Haram. Yahi pour le Bénin, Idriss Déby pour le Tchad, Mamadou Issoufou pour le Niger. Le Cameroun n'a dépêché que son ministre de la Défense. Les représentants des États du lac Tchad ont répondu à l'appel de Muhammadu Buhari pour finaliser la force multinationale chargée d'en finir avec Boko Haram. Notre campagne contre l'insurrection doit être dirigée sur tous les fronts, en commençant par limiter leur accès aux fonds et aux armes. Nous devons renforcer nos patrouilles sur les frontières, améliorer notre capacité d'ensemble et partager les renseignements. Le président nigérian compte bien prendre les choses en main, une façon de se démarquer de l'inaction de son prédécesseur Goodluck Jonathan. Il a déjà posé 100 millions de dollars sur la table et d'ores et déjà revendiqué que le commandement revienne au Nigeria. Le commandement tournant de la coalition militaire tous les 6 mois, pas efficace selon lui. D'autant que le Nigeria fournira le gros des 8700 soldats, policiers et civils que comptera la force. La création d'une force régionale entre le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun avait été décidée en mai 2014 après l'enlèvement des 200 lycéennes de Chibok. Elle devait être opérationnelle en novembre dernier. Ratée. Puis, elle a été relancée en janvier. Le Tchad menant l'essentiel des opérations face à la passivité de l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. Boko Haram a certes subi des revers, mais n'a rien perdu de sa capacité de nuisance. Depuis l'investiture de Muhammadu Buhari le 29 mai dernier, le groupe a multiplié des attaques dans le nord du Nigeria, faisant 109 morts. Et notez également l'ouverture ce vendredi en Afrique du Sud de l'organisation de la réunion de l'Union africaine. Et ce vendredi, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui sont réunis en attendant donc la réunion demain des chefs d'État membres. Sur la table des discussions, l'autonomisation de la femme et la crise qui secoue le Burundi actuellement. Retour en page nationale, 3 agents comptables publics et un inspecteur central du Trésor ont prêté serment ce vendredi au palais de justice de Lomé. Par cet acte, ces agents s'engagent désormais à mieux gérer les deniers publics. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. N'est pas agent comptable public qui veut. Un comptable public est un agent chargé du maniement des deniers publics. Il effectue des opérations financières, débite ou crédite les comptes, encaisse ou décaisse les espèces et les valeurs. Pour accompagner le processus d'assainissement des finances publiques entamé depuis 2006 au Togo, 3 nouveaux agents comptables et un inspecteur de trésor ont prêté serment ce jour. Un serment qui leur confère des droits et des prérogatives. C'est la loi qui oblige les comptables publics du Togo à prêter serment devant le tribunal compétent avant leur entrée en fonction. Cette exigence participe à la mise en œuvre des réformes de l'État visant l'accroissement des recettes publiques et leur bon emploi. Il s'agit ici pour ces agents de l'État de prêter serment, de prendre un engagement solennel quant au bon emploi des recettes publiques. C'est très important pour leur carrière. Les juridictions financières contrôlent la régularité des comptes publics. Toutefois, le comptable est intégralement et personnellement responsable de sa gestion. Je leur ai fait lecture de l'article 202 du Code pénal qui érige en crime le détournement des deniers publics lorsque les montants excèdent 500 000 francs. Je leur ai fait comprendre que c'est un comportement abject, c'est un comportement qui heurte la sensibilité publique. Il ne faut pas que les gens pensent que lorsqu'on est fonctionnaire, l'argent de l'État, on peut en faire usage comme bon lui semble lorsqu'on est tenu de le gérer. Conscients de la responsabilité qui leur incombe désormais, ils sont appelés à faire preuve d'honnêteté et de rigueur. En tant qu'agent comptable, je suis chargé de la régularité, de la conformité et de la disponibilité. Donc d'assumer le budget de l'État et de gérer à bon escient les deniers publics. Oui, c'est une lourde tâche, effectivement, puisque
C'est pas facile de gérer les deniers publics, mais avec l'ardeur au travail et puis l'espérance aussi qu'on a, et de mettre en pratique les tests, on pourra s'en sortir. Le Togo a engagé des réformes significatives dans le secteur des finances et ceci en réponse aux exigences de l'heure qui imposent de la pertinence à tous les niveaux de la gestion des finances publiques. Et parlons toujours de l'économie, l'institution financière Nevaime a tenu sa 19e Assemblée générale ordinaire ce vendredi à Lomé. L'occasion pour les responsables de présenter les différents rapports moraux et financiers aux milliers d'adhérents présents à cette rencontre. Le compte rendu avec Charlotte Moussimet. L'institution financière féminine Nevaime, créée en 1995, s'est fixée comme mission d'éradiquer la pauvreté et de promouvoir l'autonomisation financière des femmes. Elle stimule aussi et surtout l'esprit d'entrepreneuriat individuel et collectif des membres. Grâce à Nevaime, j'ai pu réussir ma vie, assurer l'éducation scolaire et professionnelle de mes enfants. La mutuelle Nevaime dispose de 4 agences à Lomé, Edranawe, Agoué, Bay et celle d'Avenu qui abrite le siège de la direction. Différents services financiers sont offerts aux clients. Nous faisons le prêt commercial, c'est-à-dire pour toutes les activités génératrices de revenus. Et nous avons des domiciliations de salaire également. Grâce à ces domiciliations de salaire, ceux qui veulent avoir des crédits pourront. Pour l'épargne, nous avons la tontine ordinaire. Nous avons la part sociale privilégiée. Pourquoi la part sociale privilégiée? Nous disons que nous sommes une mutuelle. 2000 francs est notre part sociale, mais vous pouvez le multiplier N fois étant membre à la mutuelle. L'ancien bureau a été reconduit pour lui donner l'opportunité de poursuivre les chantiers de modernisation de l'institution et relever les nouveaux défis. Pour l'avenir, nous voulons que les membres payent bien leur crédit, qu'ils épargnent aussi, afin que la mutuelle puisse aller de l'avant. La mutuelle Nevaime sait faire la différence. Notre particularité, en dehors du caractère féminin que regorge la mutuelle, c'est notre comportement. À la mutuelle Nevaime, nous faisons tout pour que le client soit écouté, suivi et encouragé dans ce qu'il est en train de faire. Environ 8000 membres épargnent dans cette institution financière. Le 8 décembre prochain, elle soufflera sa 20e bougie. Le ton des manifestations a été donné à cette 19e Assemblée générale ordinaire. Et je vous donne maintenant lecture de cette série de communiqués du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Les services de sécurité, dans l'exercice de leur mission de contrôle de la circulation routière, ont interpellé ces derniers jours dans les rues de Lomé des motocyclistes ayant contrevenu aux prescriptions du code de la route et dont les engins sont actuellement immobilisés dans les locaux de la division de la sécurité routière DSR en face de l'ancienne BTD, non loin de la BCAO. Le ministre de la Sécurité informe la population que toutes les personnes dont les motos sont encore gardées à la DSR peuvent les retirer gratuitement. Toutefois, il invite tous les usagers de la route à prendre les mesures qui s'imposent pour se conformer aux dispositions des tests régissant la circulation routière afin de préserver non seulement l'autorité de l'État mais aussi la vie et les biens de nos concitoyens. Et toujours dans le cas de la sécurité sur nos routes, le ministre en charge de la protection civile communique ce qui suit. Un autocar d'une capacité de 55 places effectuant le trajet Lomé-Bamako a été entièrement consumé le mercredi 10 juin 2015 vers 3 heures sur la nationale numéro 1 à l'entrée de la ville d'Atakpamé. Le drame a été évité de justesse grâce à la vigilance d'un conducteur de taxi-moto qui s'était empressé d'alerter le conducteur après avoir remarqué des étincelles de flammes en dessous
de l'autocar. Les passagers ont tous réussi à s'extraire de l'autocar avant le sinistre, mais avec quelques bagages consumés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile adresse ses vives félicitations à ce conducteur de taxi-moto pour la spontanéité de sa majestueuse action qui a permis d'éviter une hécatombe de plus sur nos axes routiers. Cet acte, comme plein d'autres souvent accomplis par les conducteurs de taxi-moto, notamment en cas de clameur publique contre de présumés voleurs ou responsables de délits de fuite lors des accidents de circulation, en oublie la corporation et met en évidence le degré de civisme de ses membres. Le ministre exhorte en conséquence l'ensemble de la population à se départir de toute forme d'indifférence et de passivité devant la gravité des situations auxquelles sont parfois confrontés les concitoyens en général et les usagers de la route en particulier. Football à présent, le continent africain va vibrer au rythme de la première journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Et dans la poule A, notre pays, le Togo, accueille dimanche le Libéria au stade de Kégué. Les éperviers qui affûtent déjà leurs armes depuis près de 2 semaines ont reçu cet après-midi la visite de la ministre en charge des sports. Allez les soutenir. Lamine Konaté. Pas de répit pour les éperviers du Togo qui sont depuis quelques jours en ordre de bataille en vue d'affronter les Lone Stars du Libéria ce dimanche à Kégué. Une première journée très décisive pour le Togo qui n'entend pas rater le rendez-vous gabonais en 2017. Et pour y arriver, le soutien de tous s'avère important. Un message vite compris par la ministre des Sports et des Loisirs. Je vous ai écouté, ceux qu'on a interviewés. C'est bon, ça m'a encouragé. Et je viens aussi vous supporter pour que la victoire soit à nous. Ça c'est sûr, on ne doit pas rater ça. Je rêve déjà à notre victoire. Et je vois déjà la canne. D'accord, hein? Serrons les reins et bonne chance. Ce geste de la ministre Angèle Amoussou-Diaké aura sans doute tout son pesant d'or sur le moral de la troupe. La présence de la ministre que je salue est une preuve supplémentaire que c'est l'ensemble du peuple togolais qui est avec eux. Ils sont conscients des efforts qui ont été déployés par les autorités pour d'abord la mise en place de la nouvelle équipe technique qui les encadre. Ils sont également conscients des efforts qui ont été faits pour satisfaire leurs préoccupations. L'accompagnement de tous est un atout majeur pour les éperviers déjà gonflés à bloc autour de leur sélectionneur pour faire une bonne prestation dimanche afin de renouer avec le passé glorieux et de donner confiance à leurs supporters. Bonne chance donc à nos ambassadeurs. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que pour des raisons de sécurité, les clients qui abandonnent provisoirement leur habitat suite aux inondations sont priés de mettre les disjoncteurs de leur compteur électrique hors service avant tout départ. La direction générale de la CET remercie les clients pour leur compréhension et leur fidélité. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.